Alors là, je propose, toujours dans le cadre de la leçon dimension et rang, une troisième partie. J'ai déjà fait des vidéos sur les deux premières parties récemment. Donc, c'est la leçon 151-110, c'est la troisième partie. Bon, c'est la partie qu'on appelle application. C'est assez général, c'est pas vraiment toujours des applications, mais en tout cas, on va voir des développements dessus, sur dimension et rang. Alors, bon, déjà, un premier truc qui n'est pas trop difficile et qui utilise la leçon, c'est de calculer sur un corps fini le nombre de matrices de rang R. Donc, toujours dans une leçon en algèbre linéaire, on peut décliner, et c'est intéressant de décliner, puis ça donne des idées de développement, de décliner ça quand le corps est fini ou quand le corps est R ou C, où on peut faire de la topologie. Alors quand le corps est fini, justement, le nombre de matrices de rang R parmi les matrices rectangulaires de taille Mn sur K, où cardinal de K est égal à Q. Alors c'est cette formule, voilà le nombre, ça va être le cardinal des matrices OR, donc j'appelle OR parce que c'est une orbite pour l'action de Steinitz, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc c'est le cardinal de GL R de K, ça c'est facile à calculer avec le nombre de bases, c'est classique en tout cas. Vous pouvez trouver ça dans le tome 1 de Nouvelles histoires hédonistes de groupes et de géométrie. Fois le factoriel quantique de n. Alors le factoriel quantique, c'est tout simple. Ce qu'on appelle factoriel k indice q ici, c'est le produit pour i allant de 1 à k des 1 plus q jusqu'à q puissance k-1. Voilà. Bon, c'est un factoriel. Bon, quand q égale 1, on retrouve le factoriel classique, sauf qu'il n'y a pas de corps de cardinal 1. Voilà. Donc, vous avez cette formule-là, voilà, qui calcule le nombre de matrices de rang R. On peut le faire, ça veut dire quand même qu'on a compris les matrices de rang R. Si on termine en sachant calculer un cardinal, c'est qu'on a compris. Et même, on peut illustrer une autre partie de la leçon en voyant que cette formule est symétrique en M et N. Et qu'est-ce que ça veut dire que cette formule soit symétrique en M et N? C'est un signe que justement la transposée conserve le rang. Parce que quand on va transposer, on change M et N. Et donc, comme la transposée est bijective, évidemment, elle ne change pas le cardinal. Alors, comment on montre cette formule? Eh bien, justement, on utilise le théorème qui dit que deux matrices sont de même rang si et seulement si elles sont équivalentes, ou si elles sont équivalentes si et seulement si elles sont de même rang. Ce qui veut dire, dans son interprétation, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, d'action de groupe, eh bien, on regarde l'action de Steinitz, GLM croix GLN sur OR. Donc, c'est l'action qui a une matrice M, donne P, M, Q-1. Et, eh bien, c'est une action transitive, à cause de ceci et seulement si. Et donc, le cardinal de OR, c'est le cardinal d'une orbite, c'est en bijection avec le groupe quotienté par le stabilisateur d'une matrice particulière. Et on va prendre dans OR une matrice particulière et particulièrement simple, qui est celle-ci. Et ça, c'est facile d'en calculer le stabilisateur. On montre que le stabilisateur, il est de la forme, donc on cherche des couples de matrices, des matrices on va les regarder avec leur taille bloc, A0, B, D, A, le même A, C', 0, D'. Et ça, on peut le calculer, A et D étant des blocs diagonaux, donc inversibles, ici, obligés d'être inversibles, et là, c'est inversible aussi. Et donc, on peut faire du calcul, et puis avec le calcul, ça nous donne ça. Ça fait un beau développement. Vous avez un peu son équivalent en mode topologique. Alors là, cette fois-ci, vous avez le développement qui dit que l'adhérence de l'ensemble des matrices de rang R, c'est exactement l'ensemble des matrices de rang inférieur ou égal à R. Alors, il y a une inclusion.
où il faut montrer que ceci est fermé. Et ça, c'est fermé à cause justement du théorème qui dit que le rang d'une matrice, c'est la taille maximale d'un mineur non nul. Et donc, cette réunion, c'est justement caractérisé par l'annulation de mineurs. Comme les mineurs, c'est continu, parce que c'est des polynômes, c'est des déterminants, hein, c'est des mineurs. Eh bien, l'annulation de mineurs donne l'annulation de fonctions continues, et donc ça définit un fermé, donc ça veut dire que ça c'est fermé. Et l'inclusion inverse, eh bien, il faut montrer que quand on est dans OK, K inférieur à R, alors on est limite d'une suite de matrices de rang R, ben oui, vous voulez, quand epsilon tend vers 0, je vais l'écrire 1, vous avez votre matrice de rang K, ici vous savez que vous pouvez l'écrire sous cette forme avec K1, mais maintenant vous voulez l'obtenir comme limite de matrice de rang R. Eh bien, vous remplissez comme R est plus grand que K, vous pouvez remplir par R-K epsilon là, vous gardez P Q-1, bon, il y a des arguments de continuité, mais quand vous faites tendre epsilon vers 0, ça va tendre vers ce que vous vouliez. Voilà, ça fait, globalement, en démontrant tout, ça fait un joli développement. Ça, vous pouvez le trouver dans le carnet de voyage en algébrie et dans Nouvelles histoires et Denis, tome 1. Et là, ça, vous le trouvez dans le carnet de voyage en algébrie. On fixe R un entier de 0 à n. Eh bien, tout hyperplan de Mn de K contient au moins une matrice de rang R. Il en contient plus que ça, certainement, mais au moins une. Alors, K, c'est un corps quelconque. Hein. Alors, comment ça se démontre? Si c'est un hyperplan qu'on va appeler H, ça veut dire qu'il existe une forme linéaire sur Mn de K, a priori non nulle, hein, telle que H, c'est l'ensemble des matrices, le sous-espace des matrices, qui annule phi. Voilà, ça c'est la définition d'un hyperplan. Maintenant, vous pouvez montrer que phi est de la forme trace de A quelque chose, c'est-à-dire que quel que soit M, phi de M est égal à trace de AM. Qu'il existe une matrice A qui va vérifier ça. Maintenant, A, vous lui appliquez le théorème du rang avec cette matrice JR, qui est là, JR c'est ça. A est semblable à JR. Bon, alors P et Q, je n'ai pas mis Q-1 pour remplacer Q-1 par Q. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est trouver un M de rang R, tel que phi de M égale 0, donc tel que trace de AM égale 0. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de manipuler trace de AM que phi de AM. Regardez, trace de AM, ça va être trace de PJRQM, donc par la propriété de la trace, ça va être trace de JRQMP, et on a un changement de variable parce que P et Q sont inversibles, on a un changement de variable ici, ce qui fait que ça revient à chercher un M' tel que trace de JR M' égale 0. Mais là, c'est facile, parce que cette matrice, elle est extrêmement simple. Donc on arrive à trouver une matrice M' de rang R, telle que trace de JR M' égale 0, et donc une matrice M de rang R, parce que bon, le changement de variable ne change pas le rang, voilà, tel que phi de M égale 0. Voilà. Donc ça, attention, ça, je le dis en des points névralgiques, mais bon, ça prend bien 15 minutes de le faire. Voilà, on va continuer. Alors on continue sur les applications et le développement. Alors une application qu'on peut placer comme développement, c'est les récurrences que nous permettent justement la dimension, puisque c'est des éléments de n, les dimensions, et donc on peut faire des récurrences dessus. Alors voici quelques exemples, bon, évidemment complètement non exhaustifs. SON est engendré par les retournements, ça vient de ON est engendré par les réflexions, plus un petit quelque chose. Donc ça fait un joli développement. ON est engendré par les réflexions, ça provient évidemment par récurrence.
parce que le fait que quand on a un sous-espace stable par un élément de ON, alors son orthogonal est stable. Ça vient en général du fait que si f est stable par un élément, par un endomorphisme, alors f, un sous-espace, hein, f orthogonal est stable par S étoile, l'adjoint. Bon, voilà, ça c'est une propriété générale. Et ça permet de faire des récurrences sur la dimension, parce que dans le cas orthogonal, ben, l'adjoint c'est l'inverse. Donc la stabilité par l'inverse, ça implique la stabilité par S, et donc on peut continuer. On a ensuite une preuve du théorème spectral qui utilise la dimension, comme la plupart des preuves du théorème spectral, bon, sauf une preuve que j'avais proposée de Jan Doumerc sur cette chaîne récemment. Et pareil, là cette fois-ci, S étoile égale S, l'adjoint d'un endomorphisme auto-adjoint, bah, c'est lui-même puisqu'il est auto-adjoint, et ça c'est ça qui nous permet de prouver le théorème spectral, cette récurrence sur la dimension. Donc voilà, ça peut être autant à l'agrég interne qu'à l'externe un joli développement. Alors là je mets en rouge parce que c'est plutôt externe, le cardinal du cône nilpotent sur un corps fini, c'est-à-dire l'ensemble des matrices nilpotentes de taille n, c'est égal, sur un corps de cardinal Q, c'est Q puissance n facteur de n-1. Alors ça se montre par récurrence sur la dimension aussi, c'est encore une récurrence, en appliquant la décomposition de fitting, c'est-à-dire si phi est un endomorphisme de E, hein, d'un espace E de dimension quelconque, fini en tout cas, alors E se décompose en deux sous-espaces stables, F et G, un sous-espace sur lequel l'induit de phi est inversible et un sous-espace sur lequel c'est nilpotent. Et ça permet de faire une récurrence, hein, justement, et de montrer ceci par récurrence sur la dimension. Ça, vous pouvez le voir dans pas mal de choses, par le lemme de fitting, vous pouvez le voir dans Carnet de voyage en algébrie, par exemple. Les formes de Hankel, bah oui, le rang est important. Vous prenez P, un polynôme de R de x de degré n. Vous prenez SK, la somme de Newton, c'est la somme des lambda I puissance K quand lambda I parcourt l'ensemble des racines avec multiplicité de P. Donc c'est a priori dans C, puisque les racines sont dans C, mais a posteriori dans R, bien sûr, puisque c'est des fonctions symétriques, donc c'est des polynômes entiers en des coefficients. Et on prend la matrice S, NN. Alors I et J sont compris entre 0 et n-1, c'est une matrice de taille n. Et bien le rang de S, c'est, donc ce rang-là, c'est le nombre de racines distinctes de P. Voilà. Alors après on peut affiner la signature de S, qui est une matrice symétrique réelle, comme vous pouvez le voir, va nous donner le nombre de racines réelles et le nombre de racines complexes. C'est aussi fait dans Carnet de voyage en algébrie. Et aussi dans Nouvelles histoires hédonistes. L'idée, c'est quoi? C'est on doit passer dans C pour jouer avec les racines, et on a une invariance du rang, dont on a parlé dans la leçon, par extension. Donc on est dans C, et on va diagonaliser, mais diagonaliser la matrice symétrique au sens de la congruence, c'est-à-dire avec une méthode de Gauss, en quelque sorte, et on diagonalise dans C. Voilà. Bon, je vous laisse regarder, évidemment. Là, je le mets en rouge, parce que là, c'est plutôt de l'externe assez fort. C'est une application des matrices échelonnées, si vous avez parlé de matrices échelonnées, en tant que subdivision, en tant que raffinement hein, de la dimension. La grassmannienne de K, des sous-espaces de dimension m dans un espace de dimension n, quand K est cardinal Q, eh bien, le cardinal, donc le nombre finalement de sous-espaces de dimension m en dimension n, eh bien, c'est cette somme-là. Donc c'est la somme, on va prendre tous les i, donc une suite de i ordonnées, strictement ordonnées, i1 jusqu'à im entre 1 et n, et on va faire la somme des q puissance L de I1 jusqu'à IM, où L de I1 jusqu'à IM, c'est I1 moins 1 plus I2 moins 1 plus etc. plus IM moins 1. Voilà. Alors,
il y a un cardinal facile à calculer, c'est en disant que le groupe linéaire GL de n agit transitivement sur cette grassmannienne par action directe. GF donne G de F, donc l'image de F par G en quelque sorte. Mais ça ne nous donne pas la fonction polynomiale, ça nous donne une fonction rationnelle. D'accord ? Voilà. Et justement, là, grâce aux matrices échelonnées, on peut avoir ça sous forme d'un polynôme. Pourquoi l'action de groupe nous donne une fraction rationnelle? Parce que l'action de groupe nous dit que ça, c'est une orbite, et c'est donc en bijection avec un G, GLN, quotienté par un stabilisateur. Donc forcément, ce quotient va nous donner une fraction rationnelle. Un petit peu comme tout à l'heure avec les matrices de rang R. Voilà, et c'est pas fini, il en reste un dernier. Donc celui-là, vous pouvez le trouver dans le chapitre 4 du tome 1 de Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie. Allez, un petit dernier et on s'arrête là. Alors, en voici un assez impliqué quand même, mais voilà, bon, celui-là c'est le plus difficile, je le mets en rouge, c'est vraiment pour l'externe et le top de l'externe. Hein. Soit U, un endomorphisme de E, DI, les degrés des polynômes invariants de similitude de U, donc ce qui veut dire déjà qu'on a le théorème de Frobenius qui est déjà lui-même hors programme dans sa musette. Donc je prends les polynômes invariants de similitude dans l'ordre décroissant, hein, c'est-à-dire que P1, ça va être le plus grand pour la divisibilité, et P indice S, puisqu'on va de 1 à S, le plus petit. Alors, je vais regarder le commutant de U, c'est le sous-espace vectoriel des endomorphismes qui commutent avec U. La dimension de com U, c'est D1 plus 3D2 plus 5D3 plus 2S-1 DS. Voilà, c'en est un joli que vous pouvez trouver alors cette fois-ci dans le tome 2 de 2015 de Histoire hédoniste, pas nouvelle, Histoire hédoniste de groupe et de géométrie. Voilà, et c'est faisable en 15 minutes, mais c'est un peu chaud. Voilà, allez, je vous laisse tranquille, on va s'arrêter là.